Je suis dans mon Monsieur Sansal, merci de nous avoir rejoints sur le podcast En toute liberté pour 21 News. C'est un immense plaisir de vous rencontrer, un honneur de vous recevoir. Merci. Déjà, comment allez-vous? Très bien. Je vais très bien. C'est une réponse convenue. Je ne vais pas bien. En vérité, je suis toujours en soins. Je passe mes journées dans les hôpitaux, les trucs, les petites faiblesses par-ci par-là. Mais globalement, c'est bon. Voilà. La tendance est bonne. Il reste quand même pas mal d'obscurité sur le processus de votre incarcération. Vous êtes arrivé en Algérie, des officiers de police sont venus vous voir, ils vous attendent à l'aéroport. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? C'est les arrestations habituelles en Algérie. Voilà, vous arrivez. Donc, moi, j'étais venu en France pour la promotion de vos livres sur la langue française, parlons-en. Un livre qui est sorti janvier 2024. Et donc, je faisais des tournées en France. J'allais, je venais entre Alger et la France. Et, et là, voilà, en novembre, le 16 novembre, j'avais fait une belle intervention très intéressante à Aix-en-Provence. Et puis, je suis rentré à Paris pour voir ma femme qui était hospitalisée. Et puis, qui devait rentrer sur Alger dans 15-20 jours. Je lui dis, je pars en avant parce qu'il y avait des travaux à faire à la maison, sur la chaudière et tout ça. Et je lui ai dit, je rentre, je m'occupe de tout ça et je reviens tout chercher. D'accord, je rentre le 16, je suis arrêté à l'aéroport, normalement. Vous tournez votre passeport, c'est le truc habituel. Il le scanne comme ça. Tout d'un coup, il voit sur son écran quelque chose. Et j'ai bien vu qu'il a tiqué, il a regardé, et puis il m'a dit, quel est le prénom de votre mère? Je lui ai dit, voilà. Et votre père? Très bien. Alors, il prend son téléphone, il appelle. Un policier vient me chercher. On disparaît dans les sous-sols de l'aéroport, dans un truc, un capharnaüm extraordinaire. Je suis enfermé dans un bureau jusqu'à 2 heures du matin. Bon, je suis arrivé à 5 heures de l'après-midi. Et je suis enfermé dans ce bureau. Et puis, à 2 heures du matin, la porte s'ouvre. Il y a 4 gars qui rentrent, habillés un peu comme ça, comme dans les banlieues, quoi. Une tenue de jeunes, un peu un peu islamiste sur les bords. Pouf, ils me mettent les menottes et puis ils me font on sort. Il est 1 heure du matin, 2 heures du matin, il fait nuit. On sort, là ils me mettent la cagoule et on m'embarque dans une voiture. Et puis il roule, où on va, je sais pas. Il roule, il roule, il roule. Puis à un moment donné, la voiture, je sens que la voiture ralentit, elle fait des trucs comme ça. Donc je me suis dit, ils doivent être dans un petit quartier populaire ou un truc. Bon. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes cagoulé dans cette voiture? À Vous un dites, moment, à un moment parce que donné, comme ça, un peu pour truc, je lui dis, hé les gars, vous allez me tuer où? On va le tuer. Il rigolait comme ça. il le Non, mais prenait à la légère. je lui dis, franchement, si vous voulez me tuer, s'il vous plaît, pas de couteau, au pistolet. C'était pour un peu comme ça. Et ça il faisait rire, d'ailleurs. Après, il rigolait jusqu'à l'arrivée, quoi. Et bon, je me retrouve dans une pièce sans fenêtre, obscurité quasi totale, et un petit truc qui rentrait, un truc d'aération là-bas, c'est tout. J'ai passé 6 jours là-dedans. Personne vous parle, on vous explique pas pourquoi? Personne, personne. Alors, l'explication après, hein, Oui, l'explication après, c'est que il voulait créer un état de sidération en France. oui. Voilà. Donc, il a disparu. Ah non, on ne sait pas, on l'a pas vu. Il a disparu. Je ne sais pas, il est peut-être en France, chez vous. Donc, ils ont créé un suspense terrible et tout le monde cherchait Boilem Sansal. Là-bas et ici, tout le monde téléphonait à tout le monde. Et puis, des gens ont fini par, je sais pas, des relations, des trucs, pour dire non, non, il a été arrêté. Mais moi, pendant 6 jours, j'étais dans un trou noir, j'ai oublié que le monde existait. On détruit. Ils vous donnaient à manger, vous étiez quand même bien logé? Est-ce qu'ils étaient tendres avec vous? Est-ce qu'ils vous intimidaient? Mais comment j'étais dans une pièce, il y a même pas de fenêtre. Il y a même pas de fenêtre, il y a rien. Et quand je suis rentré, 1 heure après, il y a un bonhomme. Moi, je sais pas si c'est des militaires ou ils sont habillés en civil, comme tout le monde, hein. On m'enferme là-dedans, puis au bout de 2 heures,
La porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui rentre, il me tend 2 bouteilles. Alors une, bouteille d'eau en plastique, l'une cachetée, et l'autre, elle est vide. Alors je dis, bon, je lui dis, ça, elle est vide. Non, elle me dit, ça tu bois et ça tu pisses là-dedans. Ah, c'était c'est tout ce qu'il y avait comme toilette. Et je voyais quasiment personne. Peut-être une ou deux fois. Même celui qui m'amenait à manger, je ne le voyais pas. Et il ouvre son petit truc, et hop, un petit verre, un bon morceau de pain, un verre de lait, un morceau de pain. C'est tout. Et ça, c'était pendant les 6 premiers jours? 6 jours, 7 jours, je crois. Et le 7e jour, on me sort, et on me demande de m'arranger. Ben, j'étais dans ma tenue, j'arrivais de Paris, j'étais habillé comme ça, quoi. Avec ma veste, mon sac, qui avait tout saisi, hein. Et on met dans un fourgon. Je vois pas où on va. C'est fermé. Roule. Ben, il s'arrête. Euh, je découvre que je suis dans le sous-sol d'un bâtiment où il y a plein de cellules. Une cellule pour 10 personnes, pour 2 personnes. Puis ça sent mauvais, ça c'est très abominable. Je suis enfermé là-dedans. C'est 2 heures ou 3 heures. Et puis ensuite, on vient me chercher pour m'emmener faire cette procédure judiciaire qu'on appelle la présentation. Celui qu'on a arrêté, on le présente au procureur. Voilà, je me trouve face à un procureur, il me dit, vous êtes accusé de terrorisme, espionnage, atteinte à la sûreté de l'État, qu'est-ce que vous avez à dire? Je dis, j'ai rien à dire. Où est mon avocat? Je veux un avocat. Pas d'avocat. Bon, ben, pas d'avocat. Ok, très bien, j'ai rien à dire. Et il signe un papier, 2 policiers rentrent, ils sonnent, 2 policiers rentrent, il m'amène au 4e étage, à la 4e chambre, euh, au juge d'instruction, qui me répète les actes, les accusations. Je lui dis, j'ai rien à dire. Il ne répond pas. Je veux un avocat ou je veux qu'on appelle le consul de France. Je suis français, j'ai droit à la protection, etc. Ça l'a fait rire, tout ça. Ça l'a fait rire? Que vous demandiez la protection, de l'État français, ça l'a fait rire? Ah bah oui, ça l'a fait rire. Beaucoup. Et voilà. Et donc, alors on continue. Alors, entre-temps, ils avaient saisi quand j'étais arrêté, ils avaient saisi. Donc, ils avaient toute la semaine, ils ont fouillé. Tout. Ah, ça, oui, ben, c'est Sarkozy. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est un ami. Sarkozy. Ah, attends, Sarkozy, c'est ton ami, hein? C'est chef d'État. C'est l'ennemi de l'Algérie, c'est ton ami. Oui, Sarkozy est l'ennemi de l'Algérie et c'est mon ami. C'est comme ça. Je l'ai connu avant qu'il soit président. Voilà. Et ça. Et ça. Ben, c'est un juif, ça. Hein. Ah, je ne sais pas. Il dit, moi, chez moi, je ne demande jamais à quelqu'un de quelle religion il est. Peut-être. C'est pas mon affaire. Et ça a été comme ça. Hein. Bon, c'est pour passer le temps. Et puis, en fin de journée, mandat de dépôt, on me met au fourgon, qui m'amène à la prison de Coléa, une terrible prison, hein, vraiment. C'est, paraît-il, la plus grande d'Afrique. 6000 prisonniers. Et je suis mis dans le quartier de très haute sécurité. C'est-à-dire les islamistes et les terroristes. C'était vraiment clair, c'était Une pour... cellule seule? Ça n'existe pas en prison, il n'y a pas de cellules seules. Il y a ce qu'on appelle les salles, où ils sont 45. Alors, c'est des salles pour 20 personnes, mais on peut en trouver 80 là-dedans, les uns sur les autres. Et puis, il y a dans les quartiers de sécurité, on est 2 par cellule. Voilà. La cellule, elle fait 6 mètres carrés, hein. C'est 2 mètres sur 3. Et là commence près d'1 an d'incarcération. Et là commence. Qui est votre compagnon de cellule? Ben, au début, c'était un jeune Kabyle, très, très sympathique. Il s'est occupé de moi parce que moi, j'arrive, je suis complètement désorienté, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, c'est lui qui m'explique bien tout son compteur, truc. Ah, il y a le gardien qui arrive, il faut faire semblant de rien. Parce qu'ils entendent. Ben, je regarde pas. Parce que les gardiens se baladent avec de tas de clés. Ils passent leur temps à ouvrir et fermer. Et donc, il y a ce bruit caractéristique. Et puis ensuite, il y a eu un changement. Enfin, ça change, il y a eu des changements tout le temps. Après, j'ai eu un bonhomme qui était vraiment très bien, très efficace, lui, c'est un repris de justice, donc il avait fait plusieurs. Mais enfin, c'était bien, il était agréable, il était sympathique, rigolo. On a l'impression que vous avez eu quand même, relativement un peu de chance avec votre compagnon de chambre, parce qu'on pourrait croire que la plus grande prison d'Afrique,
ce prêtre a des caractères assez indésirables, mais au contraire, vous dites le jeune Kabyle et le repris de justice vous ont aidé, ils vous ont... Ben oui, oui, oui. Mais parce que il y a, vous savez, quand vous rentrez, vous êtes encore Boualem Sansal 5 minutes avant. Oui. Mais vous passez la porte, on vous coupe les cheveux, on vous donne la tenue, etc. Vous vous retrouvez en cellule, vous êtes un prisonnier. Vous avez aucun contact avec votre famille, avec votre femme? Aucun. Les premiers temps, aucun. Ni bon, l'avocat, ils ont refusé évidemment de donner le visa. Non, il n'y a pas d'avocat. Ma famille ne venait pas encore. J'étais sous le coup d'instruction. Donc pendant l'instruction, il faut en sorte que vous ne communiquiez pas avec Vous l'extérieur. ne saviez pas que le monde avait appris votre détention? Oui, non, je ne savais rien du tout. Jusque-là, c'est quand je suis arrivé en prison. Donc, je fais toute la procédure de, on passe, on signe des papiers, on fait ceci, là on vous coupe les cheveux, et là, truc, et là on vous fouille, et là, etc. Il y a tout un truc, un machin qu'on passe, et finalement, là, on est de l'autre côté, on est en prison. Et là, vous avez intérêt à vous mettre très rapidement dans la peau du prisonnier, sinon vous ne pouvez pas vivre. Il faut intégrer les repères. Et alors, en général, les prisonniers qui, eux, sont déjà dans l'esprit, je suis prisonnier, c'est fini, tout le reste, c'est fini. Ben, c'est une tribu, c'est une mini-tribu. Dans le quartier de sécurité où j'étais, on était sur deux box, disons 100 et 100, avec 200 personnes, c'est une tribu. Et j'oublie leur... voilà. Les prisonniers ne se posent jamais la question pourquoi tu es là. Chacun garde son secret pour lui. Il a tué, il a fait, silence. Mais moi, c'était un cas particulier, parce que moi, pendant toute la semaine, alors il y a la télévision là, dans la prison, mais c'est une télévision en circuit fermé, hein, donc c'est pas, on n'a pas d'information. Il y a une télévision, une chaîne pour le sport, le football, le football, le football toute la journée. C'est la cuisine, la cuisine, la cuisine, c'est là. Une, c'est le président, le président, le président, toute la journée. Et le quatrième, c'est la religion, la religion, la quatre chaînes. Voilà, ça vous rend fou, Le foot, la nourriture, le président et l'islam. c'est tout. Bon. Et, il se crée des solidarités comme ça. Pour pouvoir vivre ensemble, voilà, il faut pas qu'on... il faut faire taire les différences. Il faut un minimum de choses communes. À quoi ressemblent vos journées? Contrairement à ce qu'on pense, on pense que les prisonniers vivent dans leurs cellules. Jamais. La cellule, c'est pour dormir. Le matin, réveil 4h, 5h du matin, beaucoup de bruit, les trucs, les machins, les marmites, le lait, le pain, les trucs, des machins comme ça. On prend son bout de pain, son verre de lait ou café. Et puis on a une demi-heure pour nettoyer la cellule, pour éventuellement laver son linge, etc. Et puis à un moment donné, on vient comme des moutons, on est deux par deux, comme ça, et puis toc toc toc, on nous amène à la cour. Les prisonniers vivent dans la cour. Voilà, on arrive dans la cour, ils ouvrent la grille, on rentre, comme des moutons, et on ferme la grille, et les gardiens sont libres, hein, ils vont faire leur travail ailleurs, je sais pas quoi, et on est entre nous, et voilà, vous rentrez dans une cour, il y a 40 personnes là-dedans, et qui vous regardent, et moi, c'était un cas particulier, parce que moi, quand je suis arrivé, ah, la légende est arrivée, la légende, Oui, la légende. Personne ne m'a appelé Boualem Sansal, on m'a appelé la légende. Pourquoi la légende? Ben, ils savent pas, ils disent, je sais pas, on a entendu dire que tu t'appelais comme ça, qu'on t'appelait comme ça, la légende. Vous avez croisé beaucoup de vos lecteurs en prison? Non, 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 pas là. Mais beaucoup me connaissaient, bien sûr, beaucoup. Je dirais peut-être même presque tous. De nom, peut-être pas physiquement, mais de nom. La moitié, et notamment tous les Kabyles, sont des fans de Boualem Sansal, hein, Ouais. etc. Chez les autres, chez les islamistes, ce monsieur mérite la mort, pourquoi il est là? Et ainsi de suite. Et puis le nationalisme, c'est le mépris, c'est des esclaves, c'est des feuilles de la France, c'est des juifs, c'est un truc. Voilà. Bon, c'est comme ça. Donc. Mais, Un islamisme très présent? hein? L'islamisme était très présent? Moi, moi, ça fait des années que je raconte que l'islam, ou la religion, d'une manière générale, parce que moi, je ne comprends pas trop ce mot islamisme. Non, c'est des musulmans, tout Oui. simplement. C'est des musulmans. Vous ne croyez pas en la distinction entre l'islam conservateur et l'islamisme?
Parce qu'on a l'impression que beaucoup d'hommes politiques français et de femmes politiques françaises essaient aujourd'hui de tailler cette distinction en disant: «Non, non, c'est pas du tout des musulmans, c'est quelque chose d'autre, c'est l'islam politique». Mais il ne faut pas mélanger ça, c'est le discours politique. Oui. Il faut Qui n'a aucune vérité selon vous? non, elle a aucune non, ben, le politique cherche pas la vérité. Il cherche le bon slogan, la bonne formule, Ouais, qui, et puis en plus, il y a ceux qui gouvernent et qui cherchent la paix sociale. oui. Donc l'islamisme, c'est l'islam. On lise par-ci, on lise par-là et voilà, et cetera, et cetera. Et on charge, soit, la justice pour lisser tout ça, pour encadrer les ça, ne plus utiliser ce vocabulaire, c'est bon, mais ça, c'est normal, c'est le fonctionnement d'un État, c'est de la régulation, tout à fait, hein. Mais, en dehors de ça, les gens, bah, s'expriment en fonction de leurs connaissances et voilà. Moi, je fais pas de différence entre j'ai jamais d'ailleurs vu de différence entre le livre sacré, c'est le Coran et il faut la prière en même temps, la seule différence peut-être, c'est que les islamistes, bah, ils sont un peu offensifs. Le musulman, il est musulman pour lui, pour sa famille, éventuellement pour son quartier. Mais il peut très vite devenir un musulman. Conquérant. Oui, dans certains cas. Dans certains cas, parce que, s'il voit dans son quartier, dans les quartiers, c'est pas la police de l'État qui fait ce sont les gens. Moi, j'étais à un moment donné PDG d'une entreprise qui fait de la formation dans le management et on reçoit des cadres d'entreprise, des cours de management, des séminaires, des trucs. Ben, c'est des cadres d'entreprise, moitié filles, moitié garçons. Mais c'est les habitants enfin les gens qui sont en face là. Mais ils m'ont rendu fou. C'est que tous les jours, ils venaient et disaient: «On ne veut pas voir les filles». C'est des musulmans, si je les connais, c'est des gens sympathiques et tout. Mais devant certains trucs qui heurtent leurs fibres musulmanes, mais ils faisaient des délégations. Et tous les 2, 3 jours, le secrétaire me dit: «Il y a encore la délégation, ils veulent voir». «Voilà, monsieur, on veut voir». Et en plus, des filles qui fument, et vous laissez, vous êtes un responsable, vous. Vous devrez être comme leur père. Et ils vont gueuler. Monsieur, moi je vends de la formation. Je ne vends pas des leçons de morale. Ce distinguo, il change tout le temps. Et vous pouvez voir des islamistes, on va dire, hein, vraiment, qui sont dans la conquête, et à certains moments, avoir des démarches civiques extraordinaires. Dans la cour, moi, quand je suis arrivé, et alors on est une cinquantaine dans cette cour, ou une centaine. Euh, on rentre le matin, à 6 heures du matin, hein, 5 heures, 6 heures du matin. Euh, les premiers à se mettre au travail, ce sont les islamistes. Quel travail? Eh ben, c'est de nettoyer la cour. Et vraiment dans le truc, hein, parce que pour eux, musulmans, ils doivent vivre sur un truc propre. Un musulman est propre. Et voilà, on ne peut pas vivre dans des trucs qui polluent et les voilà en train d'astiquer. Bon, donc, un comportement civique. Selon eux, le civisme selon eux. Mais moi, j'étais d'accord. Mais ils nettoient, c'est très bien, on est dans une cour qui est propre. Il n'y a pas un mégot, il n'y a pas un truc. C'est très bien. Donc, on peut applaudir un islamiste. Quand il nettoie la cour de la prison. Et vous passez 1 an. Ouais. Comment est l'évolution de votre morale, votre psychologie? Est-ce que vous perdez espoir? À partir de quel moment est-ce que vous pouvez contacter le monde extérieur? Est-ce que vous recevez parmi les milliers, les dizaines de milliers de messages de soutien qui vous ont été adressés ou vous avez Non, aucune nouvelle? non, rien. Moi, tout ça, c'est des rumeurs très lointaines. Vous pouvez pas parler à votre femme? Hein? Votre femme, vous n'avez pas eu, vous ne lui avez pas parlé? Les premiers temps, ma femme, je ne l'ai pas vue. Donc, parce que tant que vous êtes sous instruction, la justice fait en sorte que vous ne puissiez pas communiquer avec. Ben, je ne sais pas si vous avez participé à un hold-up. Bon, vous allez avertir votre femme. Écoute, j'ai laissé mon sac plein Oui, d'argent, oui. un truc. Bon, donc, le vide. Voilà. Et donc, ce n'est que 1 mois et demi après que ma femme a pu venir me voir. Elle s'est rendue en Algérie donc, elle aussi, elle est venue vous Oui, mais voir? entre-temps, non, non, mais elle, quand moi j'étais arrêté et que tout le monde cherchait sans ça, elle était à l'hôpital. Oui. Et c'est à l'hôpital qu'elle a appris par les infirmières
pas les affaires, madame Sanson, bonhomme Sanson, c'est votre mari. Il a été arrêté. Et, ah bon? Ben, il dit oui, depuis une semaine, tous les jours. Et voilà, donc elle sort de l'hôpital. Elle appelle sa nièce, ou sa cousine plutôt, qui est oncologue, et c'est d'ailleurs elle qui l'avait opéré. Elle lui dit oui, oui, depuis une semaine, il a disparu, on ne sait pas où il est, il a disparu. Alors certains disent qu'il est en prison, d'autres qu'il a été tué, il a été enlevé, il a été. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle interrompt son traitement et elle rentre. Elle rentre à Alger et elle fait ce que font tous les gens dans ce genre de contexte. Elle va au commissariat. Mon mari a disparu. Ben voilà, oui, qui c'est, nos prénoms. Bon, on va voir. Et ainsi de suite. Et après, ils ont appelé des copains, les trucs, des avocats, des machins. Et ils disent, on va voir. Oui, oui, ben, on parle que de lui, même en France, tous les jours. Et voilà, aller voir les hôpitaux, peut-être qu'il est machin, peut-être qu'il est amnésique, qu'il est tombé, peut-être que. Voilà, c'est au bout d'un certain nombre de jours que finalement, elle est partie au tribunal de là où j'ai été. Et là-bas, on lui a dit, oui, oui, votre mari on est en arrestation, il est à Coléa, à la prison de Coléa. Et là, elle demande d'autorisation, on l'a fait courir. Elle dit, non, non, il y a encore une instruction, vous ne pouvez pas. Puis voilà, au bout d'un certain temps, parce que tous les jours, elle allait, est-ce que je peux donner mon autorisation, je vais voir mon mari. Et finalement, ils ont fini par lui donner. Au bout d'un mois et demi. Machin, je suis dans la cour, on vient me chercher. Hop, ça, rien, parloir. Parloir, que brie, le truc. Et je trouve ma femme, une vitre, téléphone, on se parle comme ça. Et je vous écoute. Mais j'ai à peu près compris qu'il y avait beaucoup de. Mais pas à ce niveau-là, parce que je pensais qui me cherchait, mes amis, peut-être mon éditeur. Voilà, mes éditeurs, peut-être François Colosimo, j'étais chez lui avec produit mon essai sur la langue française. Euh, voilà, mais j'imaginais pas que c'est devenu une affaire d'État et une affaire de toute la population française. Est-ce que, au moment de votre incarcération, vous vous êtes rendu compte que, ou est-ce que votre logique interne, c'était de dire, voilà, je subis les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Je suis un dommage collatéral. Alors oui, il s'est passé ensuite quelque chose qui fait que j'ai beaucoup appris. Donc, de novembre jusqu'à décembre, mi-janvier, c'est le flou total. Tu apprends des petites choses, c'est des rumeurs. Et la légende, il paraît que le président Macron, il a parlé de toi. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Ben pourquoi? On sait pas. Et donc, en janvier, j'avais des douleurs atroces. En prison, on est tout en malade. Des allergies, des diarrhées, des trucs. On mange tellement mal, c'est tellement un truc. De grandes douleurs qui font que, quand j'ai expliqué ce que j'avais comme douleur, j'ai été transféré à l'hôpital, dans ce qu'on appelle une unité pénale, c'est-à-dire une prison à l'intérieur de l'hôpital. Ça s'appelle une unité pénale. Donc les médecins de machin viennent soigner les prisonniers qui sont malades, euh, soit de maladie, soit parce qu'ils ont été arrêtés, ils sont blessés avec des balles. Parce que tout le long de votre incarcération, comme aujourd'hui, vous souffrez d'un cancer. Alors, même moi je ne savais pas, personne ne le savait. Mm. Donc on m'amène à, à l'hôpital et là on commence évidemment prise de sang, trucs, machin, etc., etc. Puis le diagnostic s'est affiné et là le professeur m'a dit, vous avez certainement un cancer, on va faire une biopsie. Voilà, donc on fait une biopsie qui confirme la chose. Un protocole de soins est défini, hein, radiothérapie avec une hormonothérapie, patati patata. Mais c'est qu'en prison, dans un hôpital, la sécurité n'est pas très. Donc, par exemple, moi, il y avait la télé, c'est une télé en circuit fermé, mais on pouvait capter aussi de temps en temps France 24, de temps en temps Al Jazeera, des trucs. Et petit à petit, je commençais à prendre la dimension de la chose. Et puis je le voyais dans le comportement des gens à mon égard. Ils étaient très impressionnés. Voilà, mais si j'estime pour que le monde entier se mobilise pour lui,
Voilà, donc c'était une certaine considération. Je voyais quand même dans le regard et notamment des médecins, des Et infirmiers. vous avez pu être traité donc dans l'unité pénale à l'hôpital? Oui, voilà. Donc là, j'ai été soigné, bien traité. J'ai quand même fait une grève de la faim, où quasiment j'ai fait une sorte d'une EMI. C'est une expérience de. Combien de temps? Ben, j'ai fait une grève de la faim pendant 4 heures. C'était pour que. Parce qu'on me dit que le juge d'instruction va clore son dossier. Et que je vais. Donc, une fois que le dossier est clos, on part au tribunal pour jugement. Donc, j'ai dit, mais comment je vais aller au jugement alors que j'ai pas vu encore mon avocat? C'est pas possible. Alors, donc, j'ai dit, faites ce que vous voulez. Moi, je vais mourir. Allez, terminez, foutez-moi la paix. Ou alors, ramenez mon avocat. Ben, ils n'ont pas donné de visa. Donc, au bout de 4 jours, je suis tombé dans une EMI, une expérience imminente de la mort, ça s'appelle comme ça. Et donc, je voyais ce tunnel, j'étais mort, quoi. Et puis là, donc on me ranime, ils ont bien vu que j'étais en train de mourir. Vous sentiez que les autorités avaient peur de votre mort? Ils voulaient absolument vous garder quand même en vie et en bonne santé? Oui, alors là, ensuite, le professeur, il m'a bien expliqué, il m'a dit vraiment, ton cas, il est international, le gouvernement souffre beaucoup, il ne sait pas quoi faire. Et alors, tu me dis, tu fais ça, ils deviennent fous, quoi. Voilà, et donc, Et il comment m'a est-ce dit, ils que... vont te libérer, donc c'est pas la peine, tu abîmes ta santé pour rien. Il m'a dit, ils sont coincés, ils sont obligés de te libérer. Il y a une pression internationale telle que, bon, maintenant c'est la dignité, le truc, la fierté, c'est pour eux difficile de dire, bon, on s'est trompé, on le libère. Comment est-ce que vous apprenez votre libération? Alors, moi, la libération, j'ai appris que j'allais être libéré au moins 10 fois. Au moins 10 fois. Donc, et notamment, le président de la République offre des grâces 2 fois ou 3 fois par an. Le 5 juillet, c'est la fête de l'indépendance. Donc là, dans toutes les prisons d'Algérie sont là à attendre. Le 5 juillet, le président va, c'est les grâces. Alors les grâces, c'est pas libérer des gens, c'est réduire voilà, c'est-à-dire la grâce dit c'est pour les détenus de ceci, cela, si, ils vont bénéficier d'une réduction de 3 mois, de 6 mois, d'une année, par exemple. Ben, c'est ça, c'est des réductions comme ça, hein. Et c'est très bien. Par exemple, quand un jeune s'inscrit pour passer son bac, parce que c'est possible en prison, et ben, parce qu'il s'inscrit seulement, il a 6 mois de réduction de peine. Alors s'il est condamné à 5 ans, eh ben, 6 mois, c'est pas mal. Et s'il a réussi au bac, une année. Voilà. Et c'est d'ailleurs euh, que c'est quand j'ai appris ça que j'ai fait au directeur. Je lui ai dit, écoutez, moi je sais faire 1000 choses, utilisez-moi. Donc, j'ai dit, je vois les gens, je peux donner des cours de français, d'anglais, de physique, de chimie, d'économie, Je fais la liste. Je lui ai dit, donnez-moi une salle. Moi, pour moi, c'est bien, ça va m'occuper. Et puis, je rends service. Il a Bon. accepté? Non, il n'a pas accepté. Non, non, il m'a dit, faites ça dans la cour, entre vous. Ouais. Donc, je le faisais. Mais pas, on n'a pas le droit d'avoir des crayons, des trucs, des stylos, parce que ça peut être une arme, hein. Oui. Euh, Et votre et véritable libération, comment est-ce que vous la je le prenez? faisais de manière orale. Que les gens s'asseyaient autour de moi et puis ils me posaient des questions. Ça partait un peu dans tous les sens, hein. Voilà, Et votre véritable libération, comment est-ce que vous la prenez? mais je ne l'apprends pas. Donc c'était dans l'air à partir du moment où on a appris que Steinmeier, le président allemand, Oui. avait écrit à Tebboune pour lui demander un geste d'humanité. Oui. Tout le monde commençait en prison, les gardiens, dit ça y est, truc. Le président algérien s'est soigné en Allemagne. Quand il a eu la Covid, c'est les Allemands qui l'ont sauvé, il était mort. Et bon, il était euh, sorti d'Algérie en Allemagne en étant mourant. Les Allemands l'ont sauvé, donc il y a une certaine. Et donc ça y est, c'est ce qu'on m'a Une raconté. rente mémorielle. Voilà, c'était les arguments. Non, non, mais je t'assure, ils vont te libérer parce que tu sais qu'il se soigne là-bas, etc. Il a même fait des cures de désintoxication parce qu'il est second fumeur alcoolique, etc. Voilà, la prison, ça discute, hein, c'est à longueur de journée, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire.
Et donc, non, 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 oui. Bon, bon, mais les jours passés, les semaines passées, rien. Et puis arrive un matin, donc nous sommes le 16 novembre, on vient très tôt. Je crois on est venu me sortir, m'exfiltrer, comme on dit, de la cellule, peut-être à 4 heures du matin. Parce qu'en général, on se réveille vers 5 heures, on est réveillé vers 5 heures, 5h30 par le bruit, hein. Et là, donc, ramasse les affaires, je ramasse quelques trucs, avec quelques t-shirts, c'est tout, hein. Et donc, je suis les gardiens, ils m'amènent au greffe général de la prison, c'est à l'administration. Et là, on commence à me faire signe ici, signe là. Et à chaque fois, mais pourquoi? Signe, mais je n'en sais pas. Signe, signe, ça aussi, signe. Donc, je suis dit 15 papiers à peu près. Et on me ramène mon sac. Il me dit, voilà, alors il y avait la liste de... Et voilà, il y avait ça, un porte-monnaie, une carte de crédit, truc. C'est bien ça, signe ici. Et on me donne mon sac. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est la levée d'écrou. Ça veut dire que je suis libre. Donc normalement, quand on est libre, ils vous amènent au portail, et ils ouvrent le portail, dehors, et le portail se referme. Et là, non. On me met dans un fourgon. Donc c'est pas une libération, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis dans un fourgon, et il part, il roule, il roule, il roule, il roule. Je dis, c'est pas possible. Une heure après, il s'arrête. Je sens qu'il rentre, un portail s'ouvre, métallique, qui fait beaucoup de bruit. Il rentre, le portail se ferme, on ouvre le fourgon, je me retrouve où? Dans une autre prison. C'est pas possible. Une prison. Et on fait un nouvel écrou. On prend mes affaires, on inscrit, on fait les listes, on me donne un nouveau numéro d'écrou, et on m'amène à la cellule, dans une cellule. Des désespoir total, c'était fou, incroyable. Alors j'étais presque sûr que c'était dans l'air cette La année. déception devait être... Novembre, depuis, on va dire, depuis octobre, c'était dans l'air, c'était une affaire de jour. Et d'ailleurs, euh, tous les prisonniers venaient vers moi, les recommandations. Ah, tu vas sortir, s'il te plaît, voilà, tu appelles ma femme, voilà mon numéro, et toi, tes trucs, etc. Et voilà, si tu peux faire quelque chose pour mon fils, pour qu'il obtienne une bourse, pour qu'il s'en aille. Enfin, j'ai enregistré des listes de commissions à faire, kilométriques, hein, qui d'ailleurs a été saisie, je n'ai pas tout perdu. Et je suis en prison, et voilà, je suis dans ma cellule, et là, seul. C'est étonnant, dans les prisons algériennes, un prisonnier ne peut jamais être seul. Ils doivent être au minimum deux. Et au bout de 3 heures, on vient me sortir. Ramasse les affaires. Encore. Ramasse mes affaires. On m'amène au greffe de la prison et on fait une levée des coups. C'est un jeu psychologique pour vous faire Je ne sais souffrir? pas, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pas compris. Il faudrait que si un jour j'ai la possibilité d'en discuter avec des avocats algériens, peut-être qu'il y a des cas, ou peut-être ça répondait à quelque chose, je ne sais pas quoi. Et voilà. Et alors là, donc c'est pareil, je signe, levée d'écrou, fourgon. Mais pourquoi encore le fourgon? Ouvre la porte, le portail, je m'en vais. Et prendre un taxi, puis je rentre chez moi. Fourgon. Et le fourgon démarre, et il roule pendant 1 heure. Il arrive où? À l'hôpital, l'unité pénale. Et là, on me remet dans ma chambre de malade. C'est tout ça dans la même journée. Je faisais, c'est pas possible. Euh, et le matin, on me réveille très tôt, ramasse les affaires, on m'amène du côté médical, c'est-à-dire, parce que dans la prison, il y a le côté médical, où il y a les bureaux des médecins et les trucs, et ça, c'est la partie prisonnier, donc c'est des cellules. On m'amène de ce côté-là. Et me fait rentrer dans un bureau, un très beau bureau, tout ça, du professeur. Et enfin, s'il y a un bonhomme qui ne fait pas partie de truc, j'ai compris que c'était ou un conseiller de Tebboune, président, ou j'ai même à un moment donné, à le voir, j'ai compris que c'était le patron des services secrets. Voilà, donc c'était, il me posait des questions un peu bizarres.
D'abord, c'est comment allez-vous? Bon, ça va. Euh, est-ce que, honnêtement, est-ce que vous avez été maltraité pendant cette année? Honnêtement, non, j'ai pas été maltraité dans le sens de la maltraitance à laquelle vous pensez. J'ai pas été torturé, j'ai pas été truc. Mais en revanche, oui, la prison est une maltraitance. Elle est terrible parce que votre prison, elle est abominable, hein. Voilà. Est-ce que j'imagine quand même que vous avez réfléchi et que maintenant vous savez pourquoi vous avez été arrêté, vous dénigrez votre pays, vous sapez le machin. Est-ce que vous avez compris que vous allez cesser de le faire? Non, c'est dans l'hypothèse où vous êtes libéré. Est-ce que vous allez euh, continuer à critiquer votre pays? Monsieur, je n'ai jamais critiqué mon pays. Je critique des gens qui abusent de leur pouvoir. Vous lirez mes livres, tous mes livres, toutes mes déclarations. Je n'ai jamais dit l'Algérie c'est un sale bled ou truc. Je critique c'est Tebboune et X et Y qui abusent de leur pouvoir. Je n'ai jamais fait que ça. Et donc ces gens-là, normalement, devraient être en prison. C'était à la justice de les critiquer, pas à moi. C'est un peu le citoyen. Voilà. Bon, enfin, il était désespéré. Il m'a dit, bon, allez, ok. Il est parti. Et je suis dans ce bureau, j'attends. Et je vois arriver ensuite des fonctionnaires qui me font signer encore des papiers, et encore des papiers. On sort, on me met dans le fourgon, et on part. Je dis, mais c'est pas possible. Roule. À un moment donné, le gardien qui était avec moi à l'arrière, je lui dis, où est-ce qu'on va? Il me dit, je sais pas, mais je crois, parce que lui, il avait un truc pour pouvoir qu'il referme. Et il me dit, je crois qu'on est dans la direction de l'aéroport. Bon. Et puis effectivement, le fourgon, je sens qu'il rentre quelque part, puis il s'arrête. Il s'arrête, je reste dans le fourgon comme ça pendant peut-être une demi-heure. Et puis, le fourgon s'ouvre, on me fait sortir. On est dans un truc, un ancien aéroport abandonné depuis longtemps. Parce qu'à côté, on a construit un gigantesque aéroport très moderne, enfin, pas comme partout maintenant dans le monde. Et je vois d'abord beaucoup de policiers, portraits comme ça partout, qui gardent. Et au milieu, un avion, un jet, moyenne taille, quoi, très pour peut-être 20 personnes, etc. Et au pied de l'avion, il y avait des gens. Je saurai un peu plus tard qu'il y a deux conseillers du président Steinmeier et l'ambassadeur Belmad à Alger. Ils étaient là, ils m'attendaient. Et là, on me dit, on me donne mon sac, et puis il me dit, vas-y. Et donc, voilà, j'arrive au pied de l'avion, salutations, ta. Et 5 minutes après, l'avion décolle. 2 heures après, on était à Berlin. Directement, on m'a amené à l'hôpital militaire où j'étais vraiment très, très mal, très fatigué, très épuisé, très... Comment vous vous sentez dans l'avion qui vous sort de votre incarcération? Une libération? Non, mais quelle question. On se sent... En plus, on est dans l'air, donc On l'évite. on l'évite, hein, c'est génial, le pays, franchement. Et alors, mais surtout, c'était mon premier repas depuis un an. Vous avez mangé Dans l'avion. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah bah c'est un luxueux, un truc hyper luxueux, avec une hôtesse de l'air, bon, oh là, j'ai fait un truc, colonel, là. C'est un avion militaire, du président, mais il est piloté par des militaires. Et l'hôtesse de l'air est militaire de rang de colonel, hein, donc c'est pour... et oui, alors c'est un repas extraordinaire, et qui m'a fait dormir dans la minute qui a suivi. J'ai jamais mangé autant. Et votre femme était à Berlin? Non, non, non. Alors, pendant qu'on m'amenait à l'aéroport, pourquoi? Donc, c'était pour me mettre dans un avion et tout ça. euh, à un moment donné, l'ambassadeur d'Allemagne à Alger me dit que le consul général est parti chez vous pour ramener votre femme. Mais comme il est trop tard, parce il m'a dit pour des raisons diverses et variées, on doit décoller tout de suite. Mais il m'a dit, mais le consul général s'en occupe. Il est parti la voir. Il va l'appeler tout de suite à l'ambassade de France. Elle va dormir à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur. Il me dit, on a peur. On ne sait pas ce qui peut-être que...
Bon, voilà, précaution. Donc ils sont partis, il lui dit: «Alors, tu es surprise?» Il dit: «Votre pari est en route pour Berlin». Et puis il lui dit: «Ramassez vite vos affaires, vite, vite, vite». Alors là, il ramasse, tac, 2 valises, elle les remplit. Il l'amène à l'ambassade, au consulat, il passe la nuit là-bas et le matin, le consul général l'accompagne à Paris et à Paris, l'attendait, quelqu'un allemand, un Allemand l'attendait, enfin de la présidence, un officier et voilà et ils l'ont ramené, donc moi j'étais à l'hôpital avec des seringues partout, la porte s'ouvre je vois ma femme qui rentre, que je n'avais pas vue depuis une année. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu un espèce de deal ou un pacte ou une promesse vis-à-vis de l'État algérien ou vis-à-vis même des négociateurs allemands de ne pas trop dénigrer le régime algérien suite à votre libération? Mais pas que. Donc j'avais dit cette discussion avec ce colo ce cet Chef des renseignements, ouais, certainement. Il avait une tête vraiment de puis même je crois, je connaissais un peu son visage, je suis sûr. En tous les cas, c'était un des chefs un grand chef des services secrets. Alors en Allemagne, évidemment, j'étais au secret, à l'hôpital, gardé, tout l'hôpital encerclé. L'hôpital encerclé. Il y avait parce qu'ils avaient peur des snipers ou des paparazzis ou des trucs et après 4 jours, j'ai été exfiltré de l'hôpital pour, la résidence de l'ambassade, mais dans un truc de secret incroyable, incroyable donc on a pas ma femme et moi, on a passé 4 jours, dans la résidence. Elle est fermée et là, on nous a dit: «S'il vous plaît, ne téléphonez pas, il ne faut pas regarder, des rideaux». Et cetera, parce qu'on ne doit pas savoir que vous êtes en France. Bah, l'ambassade, c'est la France. Donc et on va respecter, l'Algérie m'a livré aux Allemands, point. Pour elle, alors si on voit qu'il y a Ça faisait sûrement partie du deal, voilà, ouais, ouais, c'est ça, il faut donc être absolument pas céder à l'ennemi français. exactement. Et d'ailleurs quand au bout de 4 jours, à l'ambassade, on est venu m'amener en tout cas à l'aéroport pour prendre l'avion. On arrive à l'aéroport, mais j'étais vraiment surpris, des gendarmes en civil, hein. Ils m'ont ramené à Paris par la campagne. On a traversé des champs, carrément, hein. Carrément, ils ont pas pris l'autoroute, ridicule, mais enfin, c'est comme ça. C'est des petits villages, des petits trucs, je sais pas quoi dire comment. Bah, on arrive à l'Élysée, on me fait rentrer à l'Élysée par une porte que je savais même pas que c'est on peut pas imaginer que là-bas, il existait une porte, elle est cachée. Elle est cachée par des trucs, c'est des plantes vertes. C'est habillé, quoi. Vous passez, c'est un jardin. Et en fait, elle s'ouvre et donc voilà, je suis reçu par, ma femme et moi, on est reçus par Macron et ensuite, par Jean Nouvel. Comment est la conversation avec, le président? Bah, très agréable, il était était soulagé, donc il nous a embrassés, enlacés et puis vraiment, très bien, et alors il voulait évidemment un petit compte rendu, un débriefing, bon, on en a parlé, un petit peu. Donc moi j'ai attiré son attention sur un certain nombre de choses par exemple, que j'étais pas le seul à être prisonnier. Alors évidemment, il y avait Christophe Glaise, mais il y avait beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup d'autres, donc et que pour tous ceux qui, sont français ou algéro-français, tout ça, c'est pas fini. Et d'ailleurs après moi, ils ont arrêté des dizaines de personnes. C'est tous les jours maintenant, hein. Notamment Christophe Glaise que vous Mais on mentionnez, s'en occupe pas parce qui a été qu'évidemment incarcéré parce qu'il était en contact avec un groupe de sport, kabyle, c'est ça? non, on n'a pas non, non, lui, c'est un journaliste, il est venu couvrir un match. Couvrir un match et je trouve que, il a, du contact avec, qui sont du milieu sportif, mais en même temps, ils sont, réputés, être ou soupçonnés d'être des membres du MAC, le mouvement, Ouais, pour indépendantiste. l'autonomie de la Kabylie qui est devenu, indépendantiste. En fait, il n'a pas été arrêté lui, au départ, hein et c'était une sorte, ils l'ont amené dans son hôtel et interdit de sortir, bah, c'est tout simplement, hein et ensuite ils l'ont même relâché. Ils l'ont même relâché et puis ensuite, heu, bah, les stratégies des services secrets. Moi, ça, tout ça est un scénario, très construit, vraiment très construit
qui a commencé le jour où, 2 ans auparavant, le président Macron, comme ça, de bon matin, il dit: «Le Sahara occidental est Les marocain». Marocains. Tout est parti de là. Ça, Pour vous, Christophe, vous-même, votre mais incarcération, c'est pas que ça c'était la fin. Première, c'est les sanctions, c'est annulation de tous les contrats, commerciaux, entre les 2 pays. Ça a ruiné en France des centaines d'entreprises et en Algérie, c'est pareil. Des gens qui apportent des produits, français pour les vendre et les entreprises françaises qui vendent donc faillite économique. On a parlé de 1 200 entreprises qui étaient mises en difficulté en France, qui ne travaillaient que pour l'Algérie. Dans l'industrie, dans le commerce, dans le truc, des partenariats, tout ça. Donc ça, première sanction économique. Macron a refusé de comprendre. Dire: «Ah, je m'excuse, j'ai reconnu le Sahara occidental, je me suis trompé. Non, non, le Sahara occidental, il est, indépendant». Alors ça a été ensuite, une attaque frontale sur le plan symbolique. La France, crime contre l'humanité, génocide, torture, spoliation, des trucs. Donc on a instruit un dossier mémoriel très lourd avec beaucoup. Ils ont fait produire beaucoup de films, beaucoup de documentaires, et ça passait à la télévision 24/24 et tout ça. Puis du coup, la France, vous avez vu la réaction en France de voir la France accusée de trucs, des machins, très documenté, hein. Des choses, il n'y a rien à dire, hein. C'est très documenté. Ils ont pris les rapports des généraux à l'époque de la colonisation. Voilà, ils ont rien inventé, hein. Et il y a ça. Sanctions sur le plan politique, le rappel des ambassadeurs, on a chassé tous les diplomates, qui venaient du ministère de l'Intérieur, et cetera, et cetera. Et puis il fallait quelque chose, en plus. Et ça, c'est, paraît-il, l'idée du directeur général des services secrets. C'est lui qui se dit: il faut incarner tout ça, parce que les gens ne savent pas qu'il y a des sanctions économiques. Ils ne savent pas qu'il y a des sanctions symboliques ou des sanctions politiques. mais ils vont savoir que Boualem Sansal est incarcéré. Voilà, exactement. Ils ont cherché, et c'est l'homme idéal. Il est algérien, donc on peut faire de lui ce qu'on veut. Et il est français, donc on va dire aux Français: on tient votre compatriote. Et c'est comme ça que et la réaction ici, c'est aussi cela, hein. Comment réagir contre les contrats? Il n'y a rien à faire. Ils ont annulé les contrats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le plan symbolique, ils ont fait des milliers de films, de documentaires, en 2 années. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Voilà. Sur le plan politique, ben, renvoi des ambassadeurs, renvoi des consuls, renvoi des machins. Ils ont quasi plus de visas, plus de trucs, plus de... Et il restait l'image d'incarner de Boualem Sansal. Comment vous voyez l'avenir de la relation entre les deux pays? C'est comme ça depuis 1962, depuis l'indépendance. C'est comme ça. C'est de crise en crise. Ben, il y a quand même eu des périodes où il y a eu une sorte de reflux, des améliorations. Par exemple, dans les années 70, entre le président Chadli et Mitterrand, qui était à l'époque président, oui, il y a une période comme ça de 2-3 années, vraiment lune de miel, tout se passait bien, les négociations, tout ça. Il y a eu une petite période avec, aussi, quand il y avait le général Zerwal comme président et Chirac, il y a eu mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce à un moment donné, ils se sont rencontrés aux Nations Unies. Et Chirac, comme on connaît Chirac, il vient vers Zerwal qui voit là-bas pour lui. Et Zerwal tourne la tête et s'en va. Donc, humiliation encore devant toutes les caméras. Puis ça a été la crise. Le voyage à Alger est obligatoire. Pour chaque nouveau président, est obligatoire. Sinon, les Algériens le prennent très mal. Il faut que l'Algérie soit le premier pays visité par le nouveau président. C'est intéressant parce qu'il y a cette haine, cette rivalité, et à la fois on demande cette considération. Ouais, oui, oui. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Donc vous prédisez des rapports difficiles du reste, Oui, ça va continuer. Ça continue. Ça continue. Ça continue, ça va continuer. et de la diaspora franco-algérienne en France? Tebboune est là. Je crois qu'il est en train de travailler pour faire un troisième mandat et il va le faire. Donc, tant que Tebboune est là, ça continue. Macron, il est en fin de mandat. Donc, pourquoi il va se faire des ennuis à essayer de faire quelque chose qui apparemment est impossible? Est-ce que la rivalité avec la France est nécessaire pour la stabilité du Oui, régime oui, oui. algérien? C'est l'adversaire parfait?
Oui, oui, absolument. Le pouvoir algérien a besoin de quelque chose pour se légitimer. Ils ne sont pas élus. Il n'y a pas de démocratie. Donc, ce que légitime les machins, c'est l'élection, c'est le vote. On est élu, donc très bien, on est légitime, hein. Mais sinon, il faut trouver un système. Alors, soit vous êtes ça a été peut-être un peu le cas de Boumedienne, c'était un despote éclairé. Malgré tout, euh, un effort d'investissement colossal, création d'emplois, une amélioration considérable sur tous les plans. Sur tous les plans. C'était un peu euh, le régime un peu de Tito. Ça reste un peu, voilà, c'est pas communiste, communiste, c'est pas un peu entre les deux comme ça. C'était bien. Avec Chadli aussi, avec Chadli, c'était aussi. Mais de toute façon, il faut quelque chose pour se légitimer. Bouteflika pendant 20 ans, Tebboune maintenant ça fait 10 ans, il joue sur ça. C'est ça. On est menacé par la France et tous nos malheurs viennent de la France, tous les malheurs viennent de la colonisation. Nous, on n'a rien fait, nous, on est innocents, on n'a rien fait avant, on ne fait rien maintenant et on ne fera jamais rien. Et suite à votre incarcération, enfin, quel est votre rapport à la France aujourd'hui? Vous êtes franco-algérien ou Ouais, algéro-français? ouais. Quel est votre rapport Je avec... ne suis plus que français maintenant. Ils m'ont enlevé la nationalité algérienne, Vous êtes que français maintenant. que français. Ouais, Qu'est-ce ouais, que ça vous fait, ça? ah, ben, c'est formidable. Non, mais je suis pas, bien sûr, mais c'est formidable. Ouais, c'est formidable. C'est un grand pays, la France. C'est un grand, beau pays. Que vous aimez depuis toujours? Depuis toujours, ah oui. Moi, j'ai toujours aimé ce pays, mais pas que la France. Tendance à aimer beaucoup de pays. Mais la France est particulier quand même. Je suis un francophone, je suis des cultures françaises, donc je me sens bien. Je me sens pas, je me suis jamais senti étranger en France. Jusqu'en 62, j'étais français. Donc il n'y avait pas machin. J'ai encore ma carte d'identité quand j'étais. C'est même pas si c'est une carte d'identité, mais je suis du français. Donc j'ai fait l'école primaire, j'ai fait le lycée. En tout cas, la France n'est pas mon ennemi, c'est un pays que j'aime. Voilà. Mais je peux détester des gouvernements, ça c'est autre chose. On parle de la France, Bien hein. sûr, Entendons-nous bien, hein. bien sûr. On parle de la France. La France est un immense pays. C'est un pays extraordinaire. Donc, et ce pays, je l'aime. C'est un pays des Lumières, c'est un pays qui a fait quand même avancer le progrès dans le monde. Une découverte sur deux a été faite en France, d'une manière générale en Europe. C'est la seule région au monde qui est réellement démocratique et le reste, il faut voir, hein. Donc on ne peut qu'aimer, quoi. Enfin, comment ne pas aimer l'Italie, comment ne pas aimer l'Espagne, comment ne pas aimer la Belgique? Il y a des Belges ici, je crois. Comment ne pas aimer la Belgique? Tout ça, c'est normal, c'est des Je pays. crois que vous vous rendez d'ailleurs à Bruxelles dans quelques semaines. Ouais, Comme vous savez, ceci est un média belge. ouais, mais Vous aimez aussi la Belgique, que vous connaissez bien, il me ouais, je semble. connais très très bien. Oui, oui, mais c'est toujours sillonner la Belgique dans tous les sens, y compris les prisons. J'ai fait beaucoup de conférences dans les prisons. Ça fait partie des activités culturelles avec les prisons. Vous commencez à devenir un habitué. Ouais, ouais, je suis un habitué. Et puis là, puisque je rentre à l'académie, je vais être vraiment un citoyen d'honneur, quoi. Oui. Monsieur Sansal, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la gauche française, son rapport avec l'islamisme, son lien aussi avec l'Algérie? Elle joue beaucoup, notamment Monsieur Mélenchon et la France Insoumise joue énormément sur cette rente mémorielle. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous tracez cette évolution? Bah, d'abord, est-ce qu'il reste une gauche en France? Non, bah, moi, il me semble qu'elle a disparu depuis longtemps. Il reste des débris de cette grande gauche qui était un grand parti républicain. Et là, ce qui reste, c'est plutôt triste, hein. Alors, le Parti socialiste, il est aphasique, il sert plus à rien. Les durs de la gauche sont extrêmement dangereux. Moi, je considère d'ailleurs que le LFI est beaucoup plus dangereuse que l'islamisme en France. La France Insoumise est plus dangereuse que Oui, l'islamisme. absolument. À la limite, les islamistes, ils auront un projet. Donc, voilà. On peut toujours discuter. À partir du moment où il y a un projet, il y a discussion possible. La France Insoumise n'en a pas. Non, la française, non, c'est détruire. C'est détruire, ils sont extraordinairement nuisibles. Vous connaissez Jean-Luc Mélenchon? Non, j'ai dû le rencontrer une fois, mais vraiment, c'est pas le genre de personnage que
que je cherche à rien voir, quoi. C'est un nostalgique de quelque chose, quoi, du stalinisme ou je sais pas quoi, mais ils se rendent pas compte que c'est fini, ça. À son âge, avec l'expérience qu'il a, et une expérience formidable, il se rend pas compte que c'est fini, ça. Staline, c'est fini. Ben, ils sont encore dans cette démarche. Je ne dis pas ça parce qu'ils ne m'ont pas soutenu, au contraire, durant ma détention, ils ont plutôt ils ont plutôt cherché à m'enfoncer, hein. Ça n'a rien à voir. Parce que de toute façon, mais je sais aussi qu'ils ne représentent rien. C'est 10 personnes. La LFI, c'est 10 personnes, hein. Il ne faut pas croire, hein, que c'est des troupes. Mais 10 personnes particulièrement nuisibles. Et puis, c'est des manipulateurs. Manipulent les jeunes des banlieues. Enfin, c'est incroyable. Les pauvres, ils sont déjà pris dans des situations très, très difficiles. Le séparatisme, le communautarisme, ils sont coincés. Beaucoup de jeunes des banlieues sont coincés. Ils aimeraient bien sortir de là-dedans, hein. Mais voilà, des gens comme ça les manipulent. Et bon, ce sont les municipales viennent passer. On a bien vu que c'était le vote musulman. C'est lui qui a fait voilà, qui a permis à LFI de. Non, mais c'est affreux. Pour eux, ils jouent sur ces plates-bandes, ils tentent de séduire le vote musulman. Ils jouent sans faire de différence entre, disons, musulmans, islamistes qui fait que de la politique, ni les autres qui sont des ultras, qui ont infiltré le LFI. Le LFI est aussi, c'est un qui se sent empoisonné les deux, hein. Donc, Et vous qui connaissez Bruxelles, est-ce que vous remarquez une métamorphose, une transformation de cette ville? ah, mais comment? Mais c'est effrayant. Ah, mais c'est effrayant. L'islamisme, au-delà d'avoir conquis des droits, des trucs et tout ça, il a conquis des territoires. Et un territoire, une fois qu'on a un territoire, c'est très difficile à. On peut modifier les idées de quelqu'un, on peut l'influencer par mêler une chose, hein. Mais un territoire, c'est un territoire. Il est là, c'est physique. Et là, c'est terrifiant. J'ai un ami là qui fait partie du comité de soutien Kamel Benchik, qui était là en Belgique, et je crois qu'il y est encore, où il vient de rentrer, où il a fait une immersion dans des quartiers de, de Bruxelles. Et il m'a raconté, il m'a dit, c'est pire que à l'époque des années 80, où l'islamisme en Algérie, le Front islamique du salut, ils avaient conquis le pays, ils étaient partout, et nous on se cachait sous les pierres, hein. Ils avaient ça, ils dominaient tout, hein. Et ben, c'est effrayant. Le Figaro Magazine avait fait cette une il y a quelques mois, le Belgiquistan. Oui, 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 mais quand tu arrives, c'était une question que nous, on se posait, et on se pose tout le temps en politique, est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Oui. Parce que tant que le point de retour n'est pas atteint, il est toujours possible de dealer, de discuter, de. Pour vous, le point est atteint en Oh là Belgique? là, mais très largement dépassé. Très largement dépassé. C'est-à-dire que je ne vois pas maintenant, à part. Ou alors il faut réagir comme l'a fait la Suède. La Suède aussi. C'est pire que tout. Ils avaient. Enfin, ils avaient tout ouvert, quoi. Tout. Et la Suède est en train de disparaître. Et puis maintenant, ils sont obligés de. C'est de l'extrême, extrême, extrême droite. C'est la seule façon d'essayer d'enrayer le mal. Et en France? En France, on est au stade des territoires perdus. Comme disait, comme l'avait écrit. Les territoires perdus de la République. Ouais, les territoires perdus de la République, c'était l'enquête qu'avait faite Georges Bensoussan. Oui. On est là-dedans. Maintenant, il y a des territoires qui sont conquis. C'est Little Algeria, Little truc, c'est fini, hein. On ne peut plus revenir en arrière, là. Ben, quand c'est un territoire, comment faire? À moins d'envoyer l'armée, c'est pas possible. On ne peut pas envoyer l'armée. On est dans un pays démocratique. L'armée n'intervient pas à l'intérieur du pays. À l'intérieur, à l'extérieur. Elle intervient à l'extérieur. S'il y a une guerre avec. Et, euh, et les services de police et de gendarmerie ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont sous la coupe de la loi. Ce sont des auxiliaires de la loi. Et la loi, les juges aujourd'hui sont peut-être, ben, je crois qu'ils sont un peu responsables, au moins de la moitié des problèmes de la France.
parce qu'ils n'ont pas compris au départ ce qu'est l'islamisme, cette conquête. C'est une civilisation qui renaît, hein, qui avait disparu, qui renaît, qui a une volonté de conquête, de retrouver euh, la poésie de la conquête et de la vengeance. C'est quand même les Occidentaux qui nous ont mis dans cette situation. Et c'est ce qu'ils disent. Nos pays, notamment, regardez ce qu'ils sont, mais c'est pourquoi? Ben, c'est la colonisation. C'est eux qui auront. Et, et ils sont persuadés que la colonisation ne s'est pas faite sur des bases militaires économiques, mais religieuses. C'est là, ils venaient évangéliser. Contre l'islam. Voilà. Ils venaient combattre l'islam, évangéliser, civiliser. Et donc détruire les. C'est comme ça que les islamistes et beaucoup de musulmans pensent. C'est pas une conquête, voilà, comme aux États-Unis. C'est on prend du territoire, on va chercher de l'or, on va chercher de trucs. On fait de la colonisation sans le voir, comme M. Jourdan faisait de la prose sans le savoir. Donc c'est parce qu'on avance, on cherche l'or, il y a toujours plus d'or là-bas, et que, ben, en cours de route, on écarte ceux qui nous ralentissent et tout ça. Non, non, la situation, d'une manière générale, en France, de ce point de vue-là, est plutôt grave, de grave à très grave et à super grave. Écoutez, Monsieur Sansal, merci. Merci pour votre temps aujourd'hui. C'était pour moi un immense honneur de vous parler aujourd'hui sur 21 News, sur le média en toute liberté. Avant de vous quitter, on a une petite tradition sur ce podcast. On demande que ce soit nos invités qui invitent le prochain invité. Ah oui, Est-ce que vous pouvez, si ça ne vous dérange pas, regarder la caméra derrière moi et inviter l'écrivain Kamel Daoud à venir participer aussi au podcast En toute liberté sur 21 News. salut Kamal. Eh ben, je sais que tu vas passer dans cette émission dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, mais c'est formidable. Voilà, et les mecs, ils sont sympas comme tout, des questions très franches et tu pourras t'exprimer très bien. J'ai pas parlé du fait que tu avais été condamné, qu'il y a eu un contrat contre toi quand j'ai appris ça quand j'étais en prison et je te l'avais dit. Voilà, en tous les cas, très bien. Et salut Kamal. Merci, Boilem Sansal. Salut.